Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Pujason. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce cycle délicat qui est de la rupture familiale à la réhabilitation du lien, de façon à ce que l'on en fasse quelque chose de ce phénomène de rupture, phénomène de séparation également, qui traverse nos familles et qui semble inéluctable. Gérard Guez a commencé en avril à nous parler des évolutions sociétales qui nous avaient conduit à cette évolution de la famille et par là même de la personne. Avec Éric Demergue, nous avons commencé par la médiation à avancer vers la réhabilitation du lien, justement pour que la rupture ne soit pas définitive. Sonia, ce soir, nous emmène vers l'intime et avec la délicatesse qu'il convient pour traiter ce sujet qui est de l'ordre de l'amputation. Comment prévenir la rupture? Comment l'expliquer quand elle est là? Comment la revisiter? Comment vivre avec? Et de toute façon, en faire quelque chose. Merci beaucoup, Sonia. La famille, quand le lien se rompt. Ça a été un sujet difficile à explorer. Elle n'a pas été aisée, cette conférence, pour moi, à fabriquer. Je crois que ça a été la plus difficile. Quand on parle de la rupture d'un lien familial, on convoque forcément des éprouvés douloureux. Et c'est un sujet sur lequel on peut rester coincé. Et puis, à force d'exploration, j'ai pris de la hauteur, j'ai défocalisé en fin de compte. Et j'ai fini par trouver de la vie dans la rupture du lien. Et en fait, ce soir, je vous propose de suivre le cheminement qui a été le mien dans l'exploration de ce sujet, lorsque le lien se rompt. J'ai fini par trouver de la vie dans la rupture, en fait, parce qu'au final, la rupture, c'est comme toutes les grandes épreuves de sa vie, ça fait partie de la vie. Comme toutes les épreuves, la mort, la maladie, la perte d'un travail, la rupture de lien, au final, ça fait partie de la vie aussi. Et je me dis, après avoir parcouru toute cette exploration, je me dis que au plus on va accueillir la rupture du lien comme étant quelque chose qui fait partie intégrante de la vie, au plus ce sera possible d'en faire quelque chose. Ce soir, grosso modo, on va prendre 4 directions. On va poser la question de la famille, la question du lien, la question de la rupture et la question de la réparation du lien. L'exploration, elle se veut large. L'idée, c'est pas de focaliser sur quelque chose de trop spécifique, sur la rupture. J'ai choisi une exploration large, tournée vers la vie. Et j'ai choisi aussi que ce soit une exploration fondatrice de quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on aborde la question de la rupture familiale et qu'on la prend avec du recul, un petit peu comme si on montait en altitude pour voir un phénomène de plus en plus petit, on le met dans un contexte et on voit qu'en fin de compte, la rupture, elle a tout son sens et elle peut donner lieu à quelque chose de fondateur. Alors la rupture, ça n'est pas la séparation. La rupture, on s'entend, quelque chose d'assez catégorique, et quelque chose qui se casse. Comme on dit, on coupe les ponts, on coupe, on ne vient plus voir la famille,
On ne participe plus aux rituels qui font lien dans la famille. C'est l'exil et c'est renier un enfant. Pourquoi pas? La séparation, la différence, c'est qu'il y a un processus de séparation. Il y a des mots, il y a des émotions partagées. En tout cas, dans les meilleures situations, une séparation, c'est quelque chose qui peut s'accompagner, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement, du processus qui se déroule dans la séparation, qu'on ne va pas retrouver dans la rupture. La famille. Alors, qu'est-ce que la famille? Eh ben, c'est un ensemble de personnes habitant sous le même toit, me dit Wikipédia. On fonde une famille. Et souvent, on fait des enfants avec une personne, ce qui crée la famille. Il y a des droits, des obligations au sein d'une famille, de prendre soin, de subvenir aux besoins des uns des autres. Il y a le droit de maintenir les liens avec les ascendants. Juridiquement et socialement, la famille, elle est bordée, elle est définie. Mais quand on parle famille, on ne parle pas forcément de lien. Et on va le voir tout à l'heure. Et j'aurais même envie de dire, quand on parle de lien, eh bien, on peut parler d'autre chose que de la famille. On peut se créer sa famille par le lien. Le lien n'est pas automatique dans une famille. Alors, dans mon exploration, j'ai bien aimé passer par cette notion, cette différence subtile, mais néanmoins vraiment claire, posée. C'est on est une famille, mais ça ne veut pas dire qu'on fait famille. Être une famille, c'est pas forcément faire famille. J'aime bien cette distinction. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la conférence de Gérard Guiez, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu en replay ou même ici. Non, c'était en visio. C'était en visio. Enfin, il nous fait un tour d'horizon de la famille, de ce qu'elle a représenté depuis l'avant-guerre. Et on voit la progression de cette notion de famille. Et en fin de compte, la famille, eh bien, euh, elle n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Autrefois, il y avait une notion de refuge, de soutien, chose qui s'est mise à évoluer aussi à l'après-guerre, où il n'a plus été question d'une famille sécurité, une famille refuge, où il a été plutôt était question d'une famille que l'on fonde, qui doit euh, revêtir une certaine forme, avoir une image sociale, aussi d'individualité, de construction de soi. Et puis, il y a eu la condition de la femme. La femme n'est plus restée à la maison. La femme est allée travailler. La famille s'est transformée. L'enfant n'a plus été seulement éduqué à la maison. Il a été éduqué par la société. Et cette progression, je la trouve vraiment très intéressante à garder en tête. Une famille, ce sont des personnes apparentées vivant sous le même toit. Et on pourrait dire aussi, et je l'ai trouvé dans la littérature et je voulais amener parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est aussi une usine à fabriquer des gens. Oui, si on regarde ça de façon un petit peu rêche, c'est vrai, c'est une usine de fabrication. Et en même temps, vous voyez, c'est un petit peu rêche de dire ça comme ça, mais quand on y regarde à plus près, c'est vrai que c'est l'endroit, normalement, où on construit un individu. Une personne va naître, un bébé, et c'est au sein de sa famille qu'il va devenir quelqu'un, un je.
une personne, qu'il va se découvrir, qui va apprendre les relations, qui va apprendre à prendre soin de lui, à se faire une belle vie. Normalement, c'est dans la famille qu'on apprend à se mettre au monde. C'est tout ça, un genre. Alors, ça m'a fait penser à Baby Boss. Regardez cette petite tête. Il sait pas trop ce qui lui arrive, le bébé, quand il arrive. Il se dit, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui m'attend? Et en effet, c'est dans la famille que son existence va prendre sens. C'est dans sa famille qu'il va avoir des origines, des racines, une identité, une raison d'exister, une place. Et c'est dans la famille qu'il va faire le contour de lui-même. Il est nourri au sens propre et au sens figuré. Ça vous fait rire, la famille Ingalls, hein, ça vous rappelle sans doute des souvenirs. Alors, dans mon exploration, j'ai bien aimé aussi la référence au mythe de la petite maison dans la prairie. Vous vous rappelez, la famille Ingalls, qui connaît pas la famille Ingalls ici? Tout le monde, hein? Tout le monde connaît. Donc, une famille un petit peu modèle qui est aujourd'hui prise comme référence pour nommer la représentation de la famille que nous portons tous d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de nous. Il y a une sorte d'idéalisation de la famille à travers cette image de la famille Ingalls. C'est un lieu source et ressource. Et dans l'idée du mythe de la petite maison dans la prairie, eh bien, la sécurité est à l'intérieur et le danger est à l'extérieur. Et on porte tous, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment, cette idée qu'à l'intérieur du foyer, il fait chaud et que ce qui est hostile est à l'extérieur. Sauf que dans la réalité, vous savez très bien que ça n'est pas tout à fait ça. Que le danger peut exister à l'intérieur de la famille et que, au contraire, la chaleur peut exister à l'extérieur. C'est Emmanuel Ballette de Cockeromont qui a beaucoup utilisé cette référence, celui qui parle de l'enfant intérieur. Dans sa littérature, il écrit, pour dire l'enfant d'une famille, il dit, à un moment donné, l'enfant devient adulte, il n'est plus l'enfant de ses parents, c'est un ancien enfant. Et il parle des parents comme étant d'anciens parents. Pour lui, la dimension de l'enfant doit disparaître un jour pour mettre justement de la réalité, de la réalité de vécu sur le lien familial. Et en fait, plus ou moins consciemment, on peut se retrouver enfant, parce qu'on est tous enfants, on est tous des enfants de quelqu'un, on peut se retrouver coincé par ce mythe, cette croyance de la petite maison dans la prairie, cette croyance que si on est mal à l'intérieur de la famille, il y a quelque chose d'honteux et de pas normal. Parce que la famille, ça doit être là où il fait chaud et là où on est en sécurité. Alors, eh bien, quand on explore la question de la rupture du lien intrafamilial, il peut être bon de déconstruire la petite maison dans la prairie, vous voyez, et de la regarder de plus près. En fin de compte, cette famille dans laquelle il y a eu rupture, dans la réalité, qu'est-ce qu'on y vivait? Et sortir du mythe.
pour ne pas se retrouver cadenassé, honteux, coincé, empêché de pouvoir déployer sa vie autrement qu'en fonction de ce mythe. On peut se poser ces questions-là quand on explore la question de la rupture intrafamiliale et qu'on déconstruit ce fameux mythe de la famille. On peut se poser la question, a-t-elle été un soutien identitaire? A-t-elle été source de sécurité? Oui, non. À quels égards elle a été sécurisante? À quels égards elle n'a pas été sécurisante? A-t-elle été une ressource affective? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, comment, pourquoi? Est-ce que la famille en question a été un appui du développement de soi, cette fameuse mise au monde de l'individu, cette création de la personne? Est-ce qu'elle a été un appui au déploiement de ma vie? Alors bien évidemment, les choses ne sont jamais en blanc ou noir. Tout est teinté de nuances. Et lorsqu'on questionne la rupture du lien intrafamilial, eh bien, ça peut être intéressant de se poser toutes ces questions et d'y répondre avec toutes les nuances possibles. Alors le lien, c'est quelque chose qui me questionne moi depuis des années, tant et si bien que mon site internet s'est appelé Histoire de lien, comme ça. Euh, le gars qui était en train de créer le site internet avec moi me dit, bah alors il lui faut un nom. Je dis, bah, je sais pas, moi je pas réfléchi. Bon, on va l'appeler Histoire de lien, c'est beau. Et je pense que ça a été le début de quelque chose pour moi, en fin de compte. Ce nom, il est arrivé, il s'est imposé. Et puis, je me rends compte qu'en fin de compte, le lien, c'est la base de tout individu, de toute histoire. Tout commence par là. Sa création au lien, c'est la première dimension de la construction d'un individu. Si vous avez regardé mes autres conférences sur l'attachement, vous avez en tête qu'avant qu'il y ait une personne, il y a eu un autre, il y a eu un lien. Un individu humain, aux dernières nouvelles, ne se construit pas, ne construit pas d'individu sans s'appuyer sur une relation à une autre personne tout à fait particulière. C'est ce lien-là qui va se rompre. Selon moi, la rupture du lien est l'occasion de se pencher sur sa construction. Quel est donc ce lien que j'ai pu construire dans la famille, avec les personnes qui constituent cette famille, qui fondent la famille, qui fondent l'arbre généalogique, comme on a vu tout à l'heure. En tout cas, si on a envie de faire quelque chose de la rupture, on peut se poser cette question-là. Comment s'est construit ce lien? Dans quel contexte? À quoi il a ressemblé? C'est toutes ces questions qu'on va se poser. Le lien, comme le disait très précisément Marie-Annick, il y a deux entités. Absolument. Les deux bouts, la relation, hein, disait Jacques Salomon. Dans le lien, il y a la circulation de quelque chose, la circulation des deux entités concernées, des deux entités humaines concernées. Dans le lien, il y a forcément de l'affectif. Agréable, désagréable, approprié, pas approprié, fort, pas fort, plutôt évité, plutôt silencieux, peu importe.
Il y a forcément une dimension affective dans lui. Il y a de l'agréable suffisant, mais pas que. Le lien se doit d'être régulateur de quelque chose. Régulateur de relations, régulateur d'humeur, régulateur d'émotions, régulateur d'histoire. Et le lien se doit d'être fondateur d'identité. C'est lui qui crée l'individu. Et j'aurais envie de dire, il est fondateur sans doute de deux identités en transformation. Les deux bouts sont transformés par leur relation. En fait, cette exploration, elle m'a montré que la personne, par exemple, c'est pas je Sonia, hein, c'est je suis l'individu évoqué, la personne que je suis est je parce qu'il y a l'autre. Quand l'autre disparaît, le je se transforme. À ce jour, dans notre société où la famille prend toutes sortes de formes et que la famille se vit hein, hors structure de mariage, par exemple, eh bien, je pense que le lien va requérir toute notre attention parce que c'est la seule chose qui va définir l'espace entre ces deux individus qui s'inter-influencent et qui font partie de la même famille. Alors, j'ai essayé de me représenter le lien. Quand vous pensez aux personnes que vous côtoyez ou que vous avez côtoyées dans votre famille, à quoi ressemblerait le lien? Ce lien. Je vous en propose plusieurs représentations. Ça reste très digital, ce truc. L'idée, vous voyez, ce serait que je puisse vous demander, mais alors, dessinez-moi votre lien. À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est plein de trous, plein de vides? Est-ce qu'il est en noir et blanc? Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce qu'il y a des éclairs? Est-ce qu'il est quadrillé, plutôt filandreux? Est-ce qu'il est proche de la rupture? Est-ce qu'il tient qu'à un fil? Est-ce qu'il est transparent, ce lien? Il est fait de quoi? Ça serait intéressant, vous voyez, que vous puissiez dessiner le fameux lien dont il est question. Alors, la rupture du lien. Quand on explore la rupture du lien intrafamilial, c'est un petit peu comme le jeu du Cluedo. C'est un peu comme une enquête. Je pense qu'il est intéressant de contextualiser la rupture de lien. Cette fameuse cassure qu'il y a eu entre deux entités humaines reliées par le lien de la famille. Alors on peut se poser la question, qui? C'était quand? C'était pourquoi? C'était où? C'était comment? Et j'aurais envie de dire, j'explore si je veux. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie d'explorer la rupture d'un lien. Il y a peut-être un temps où ça se rompt et on n'en pense rien et on n'en vit rien. C'est une exploration à mener si on le souhaite, si ça a du sens pour soi. En tout cas, moi, de ce que j'observe dans ma pratique clinique, un lien, parfois, se rompt et il n'y a pas de pensée dessus. Il n'y a pas de regard dessus. C'est comme quelque chose qui se casse. C'est parfois brutal,
parfois anesthésié. On ne sait pas, ça s'est rompu. Et puis voilà. Et c'est avec le temps, à un moment donné, peut-être, l'une des deux entités va se poser la question de cette rupture et le pourquoi. Souvent, ce qui amène à une personne, je pense, à se pencher sur la rupture du lien, c'est la souffrance. On verra un tout petit peu plus loin, rien ne disparaît vraiment de ce qui nous est ôté. C'est-à-dire que même si on a rompu avec cette personne, la personne se fait amplement présente, justement du fait de son absence. Et l'absent peut très bien devenir très envahissant. Et c'est souvent à ce moment-là, quand ça crée des insomnies ou des symptômes divers et variés, et que ça empêche de vivre, que la personne se penche sur cette fameuse situation de rupture. Dans la littérature, j'ai pu trouver cette question intéressante. Comment assumer une rupture plutôt qu'y consentir? Il y a un choix à faire, en fait. La rupture du lien, on peut se poser la question, on peut l'observer, on peut la disséquer, on peut l'étudier, cette rupture. Est-ce qu'elle a été brutale? Est-ce qu'elle a été nette? Est-ce que ça a été lent, plutôt anesthésié? Est-ce que c'était plus ou moins conscient? Est-ce que c'était subi, dans l'incompréhension, prémédité? Est-ce que c'était obligé? Est-ce que c'était un acte exécuté sous commande d'un autre, peut-être? Est-ce que c'était dans le tiraillement qu'en fin de compte ce lien s'est rompu? Il est possible que dans la rupture d'un lien, l'incompréhension règne, autant pour celui qui provoque la rupture que pour celui qui l'a subie. C'est souvent dans l'après-coup que l'on redonne un sens à ce qui s'est vécu. Mais c'est possible que même pour celui qui provoque la rupture, l'incompréhension règne. Pourquoi faire une rupture de lien, en fin de compte? Pour blesser l'autre? Pour se soulager? Pour gagner le combat? Pour s'affirmer? Ah, blesser, je l'ai mis deux fois. Pour se décoincer? Pour se dégager d'une situation? Pour atteindre? Pour diviser? Pour respirer? Pour protéger? Se protéger? Pour se positionner? Pour exister? Tout à fait possible. Par ces questions, ce que je veux vous transmettre, c'est que il y a toujours une raison d'être derrière la rupture du lien. Ça sert à quelque chose. On va voir un petit peu plus loin qu'un lien qui remplit un certain nombre de fonctions n'a pas de raison de se rompre. Un lien se rompt et la rupture a une fonction. Il y a une recherche derrière tout ça. Et ça me semble intéressant si on a envie de comprendre et de faire de cette expérience un moment de sa vie fondateur, douloureux certes, mais fondateur, eh bien, ça peut être intéressant de se poser cette question. Mais en fin de compte, c'était pourquoi? Et on peut faire des hypothèses si on s'interroge sur les motivations de l'autre entité. La rupture du lien, elle fait forcément de l'effet. Elle fait forcément ressentir quelque chose.
il y a forcément de la souffrance, tout autant qu'il peut y avoir du soulagement. Ça arrache, ça déchire, autant que ça libère et que ça fonde. Eh bien, c'est ce que nous montre la littérature et la clinique. Il y a forcément de l'émotion derrière, qu'on en ait conscience ou pas, qu'elle se montre ou pas, qu'elle soit cloisonnée ou pas. Il peut y avoir une impression première d'un soulagement, de libération, d'ouverture, de respiration, et puis dans un après-coup, d'autres éprouvées un peu moins faciles. On peut y trouver tout le panel des émotions. On peut se sentir coupé, on peut être dans l'effondrement de soi, de son identité, de sa vie. Même si on est à l'origine de la rupture, il peut y avoir cette sensation d'effondrement. Parce que le lien à l'autre fait mon identité aussi. Donc quand il y a rupture, même par l'autre ou par moi, il y a forcément quelque chose de mon identité et de son identité qui s'effondre. Qu'on en ait conscience ou pas, une sorte de perte de repère, absolument. C'est un repère qui change, un repère existentiel qui change, absolument. Il peut y avoir du chagrin, de la culpabilité, de la honte, l'impression d'avoir trahi quelque chose, mais aussi on peut y trouver quelque chose qui aligne, qui reconstitue, qui crée de l'estime, de la fierté, quelque chose qui dénoue. Et je pense que l'exploration de ce que cela produit comme impression, comme émotion, me paraît intéressante quand on se penche sur la rupture du lien, dans toutes ses nuances. Je peux me sentir traître et ils peuvent me désigner traître dans la famille. Parce que une personne qui rompt, peut-être qu'elle déséquilibre quelque chose du système familial. Peut-être qu'elle sort des attentes de la famille. Chacun son rôle, chacun sa place. Un tel, sa fonction dans la famille, c'est ça. Le contrat implicite de chacun, c'est ça. Et quand il y en a un qui rompt, il peut être montré du doigt comme étant celui qui crée le déséquilibre. Je peux garder l'espoir que quelque chose d'inespéré émerge. Et c'est là que ça peut être surprenant aussi de regarder le phénomène de la rupture comme étant quelque chose, certes de douloureux, certes de déséquilibrant, mais porteur potentiellement de quelque chose d'inattendu, porteur de quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de penser ni de se représenter avant la rupture. Dans la littérature, on trouve quelques auteurs qui en parlent, notamment Isabelle Filiosa. Elle a pu dire: je romps car il ne m'aime pas, ou il m'aime mal. Je romps pour me réaliser, par besoin de respirer, parce qu'il y a du danger, parce que c'est la vie qui veut ça, tout simplement. Là aussi, par cette phrase, je trouve qu'Isabelle Filiosa, elle met la rupture dans la vie, dans toute vie de famille, comme étant, ma foi, un phénomène qui arrive, comme bon nombre d'autres phénomènes. Rebecca Shankland, elle nous rappelle dans son livre que le sentiment de rejet est une des plus grandes douleurs que l'humain peut ressentir. Nous sommes faits pour éviter le rejet.
Tout est orchestré à l'intérieur de nous pour appartenir, pour se relier et pour éviter le rejet. Et lorsqu'il y a rupture, il y a rejet. Et cela fait forcément souffrir. Cela équivaut à de la douleur physique. Et après la rupture, j'ai eu une approche sous trois angles. J'ai eu envie de passer par les talents du lien. Qu'est-ce qu'on fait de cette rupture alors, si on a envie d'en faire quelque chose? Eh bien, voilà trois axes d'approche possibles. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai défini, hein. Ça ne veut pas dire que une autre personne aurait fait les choses de la même manière. Je me suis intéressée au talent du lien, je me suis intéressée au conflit et je me suis intéressée au processus d'individuation. Le lien, pour être un lien efficient, qui n'est pas amené à se rompre, hein, a besoin d'être dense suffisamment. Il a besoin d'être souple. Il a besoin d'être élastique. Il a besoin de permettre la circulation entre deux personnes. Il a besoin d'assurer une réciprocité, deux entités bien présentes. Pas qu'une, pas une plus que l'autre, deux entités. Ce lien, il a besoin d'être changeant. Si on a envie qu'un lien perdure ou se répare, il faut qu'on lui permette de se changer, de se transformer. Il faut lui permettre d'être dans une réelle réciprocité avec l'existence des deux entités. Élastique, ça veut dire que il doit supporter des écarts, des écarts, des rapprochements, voire des écarts très longs, et puis des rapprochements très serrés. Le lien, il a intérêt à être adaptable. Si on a quelque chose à réparer de ce lien, il faut le réhabiliter dans l'adaptable, s'adapter. On donne la priorité à la personne et pas forcément seulement au problème. Un lien se doit d'être sensible pour être réhabilité. Il faut de l'émotion suffisamment. C'est très compliqué de réhabiliter un lien si on n'y met pas de l'émotion, toutes sortes d'émotions. Et si on n'accueille pas l'émotion de l'autre, quelle qu'elle soit, la colère veut s'exprimer, elle s'exprime. Le chagrin, la honte, la blessure. Si on veut réhabiliter un lien, il faut lui permettre de reprendre cette dimension de sensibilité. Et le lien a un talent pour qu'il dure, il doit être résilient. C'est-à-dire qu'un lien a tout intérêt à savoir se réparer. Si on ne sait pas mettre du baume sur le lien qui nous relie à l'autre, eh bien, ce lien est en risque de se rompre. Si on veut réhabiliter le lien, il faut pouvoir mettre du baume, du soin, de la compassion, de la compréhension, du temps. Comment soigner le lien? Comment nourrir le lien? De réhabiliter tous les talents de lien. L'élasticité, la réciprocité, la sensibilité, le célébrer, le lien, lui donner toute sa valeur, lui donner de l'importance dans une... Comment on peut célébrer après une rupture? Ça va être une question, effectivement, à laquelle on peut chercher à répondre, hein. Si j'ai envie de célébrer ce lien, comment est-ce que je peux le prendre?
sortir de la routine. Je trouve ça très, très judicieux, effectivement. Pas faire comme d'habitude, pas faire comme on avait l'habitude, faire autrement. Ouais, tout à fait. Étonner l'autre. Vous êtes inspiré, monsieur, ce soir. Étonner l'autre, le surprendre, être là où il ne nous attend pas, provoquer la surprise, l'étonnement. Dans un couple, il y a des réajustements perpétuels, absolument. Ça demande de se remettre en question, de réajuster avec la réalité de ce qu'est l'autre, de ce que devient l'autre, de ce que je deviens à l'autre bout du lien. Tout à fait. Il peut y avoir la question du pardon, de l'excuse, du j'ai pas vu, j'ai pas compris, ou tu ne t'es pas représenté que, tu n'as pas compris que, remettre de la réalité dans du vécu. Pour soigner le lien qui s'est rompu entre un parent et un enfant, il faut sortir de ces schémas, de ces représentations. C'est un petit peu ce que dit Emmanuel Valette de Coqueromont. Il y a un nom vraiment compliqué, je trouve, à prononcer. Il dit ne pas rester sur cet axe qui était valable autrefois de la relation parent-enfant. Il faut passer à un autre registre de relation, en effet. Peut-être de adulte à adulte. Donc le lien familial ne tient plus par la structure. Il faut donner de l'attention à ce lien. Ce n'est pas la structure familiale elle-même qui va faire tenir la relation. Comme autrefois, il en était question sans doute plus facilement. Tout à fait. Il faut s'expliquer, effectivement, disséquer le quiproquo. Qu'est-ce qui avait été compris, mal compris, interprété? Quel sens ça avait pris chez l'autre alors que ce n'était pas le sens chez l'autre personne? Dans la communication même, il s'agirait de faire quelques petits ajustements, quelques petites transformations. Par exemple, comme le dit Gordon, parler de sa place à soi, le je plutôt que le tu. Et ça change toute la dynamique de la relation. Absolument. Il y aurait un intérêt à enseigner, ouais, la communication qui maintient le lien. La communication, quel type de communication nourrit le lien et lui donne justement cette élasticité et cette capacité à la circulation. Ça s'apprend. Le conflit, c'est selon moi l'outil qui peut permettre la réhabilitation du lien. Déjà, avant d'envisager la réhabilitation du lien, se poser la question, est-ce que le conflit entre nous était possible? Est-ce que nous avions le droit de ne pas être d'accord? Est-ce que le conflit était régulateur de relations? Est-ce que le conflit nous amenait à partager des solutions? Est-ce que le conflit nous permettait de nous réajuster ou pas? Le conflit est, selon moi, l'outil relationnel qui peut permettre, s'il est bien utilisé, qui peut permettre la réhabilitation du lien. S'il y a quelque chose à réhabiliter, rentrons en conflit, mais en conflit sainement. Le conflit, quand on regarde la mécanique relationnelle du conflit, il faut l'accueillir déjà. Ne pas se sentir honteux d'être en conflit. Le conflit, si on regarde de plus près, c'est deux entités qui ne sont pas d'accord, qui ont deux perceptions différentes, qui ont deux points de vue et qui ont tout intérêt à les échanger. Si on accueille le conflit comme étant le bienvenu, utile, pertinent, nécessaire, eh bien, il y a plus de chances qu'il soit régulateur, qu'il ait sa fonction de faire circuler les points de vue, qu'il ait sa fonction de reconnaissance réciproque. C'est à ça qu'il doit servir, le conflit. Le conflit doit servir à s'exprimer soi et écouter le point de vue de l'autre, prendre le temps. Le conflit doit servir non à avoir raison, mais à trouver des solutions ensemble. C'est à ça qu'il doit servir le conflit. Et le conflit doit amener à des ajustements concrets. Il y a des personnes ou des familles qui sont perpétuellement en conflit.
mais un conflit bruyant, un conflit qui ne se calme jamais, un conflit qui semble intemporel, toujours au même stade, malgré les années qui passent. Et on sent que ça, c'est un conflit qui ne remplit pas sa fonction. Il ne fait pas son travail de régulation. Il ne fait pas son travail d'ajustement. Et il ne fait pas son travail d'aboutir à des solutions concrètes, à des décisions. Gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait une bonne intention reconnue de part et d'autre dans la dimension du conflit. Absolument. Tout à fait. Le conflit, comment s'en servir? Alors, c'est tout bête, mais une fois que c'est dit, c'est bien, c'est mieux. Identifier ce qui a pu poser problème. Quand on regarde la situation de rupture, ça me semble important de se dire, mais en fin de compte, qu'est-ce qui a posé problème entre nous avant la rupture? Quel est donc ce sujet conflictuel ou ces sujets conflictuels sur lesquels on ne s'est pas vraiment arrêté, sur lesquels on n'a pas eu de confrontation et de reconnaissance réciproque? Dans les coulisses de moi, je peux poser mon point de vue et je peux me préparer à écouter le point de vue de l'autre. Dans le conflit, la dimension de la relation doit être plus importante que le problème lui-même. Si on a les yeux sur le problème, on avancera moins bien que si on a les yeux sur la personne. Vous voyez? Je peux me préparer à rentrer en conflit en imaginant des solutions, mais surtout en pouvant être à l'écoute des solutions selon l'autre. De quoi a besoin l'autre? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Et donner du temps au processus. Un conflit, il faut qu'il ait le temps de vivre, de respirer, d'exprimer ses tensions, de, de prendre le temps de se soigner, de s'adoucir. Il n'y a que le temps qui permet parfois à certaines émotions de s'apaiser. Et souvent, on ne laisse pas le temps au conflit. On ne revient pas sur une histoire en disant, bon, alors où est-ce qu'on en est par rapport à ce problème qui nous oppose? On ne s'autorise pas à revenir sur les problèmes que l'on traverse. Peut-être pas assez. Si on a envie de réhabiliter le lien, eh bien, il peut être pertinent de s'engager dans une résolution de conflit, dans un processus de conflit, pas une confrontation, pas avoir raison, mais vraiment un processus de reconnaissance réciproque. Dans le conflit, il y a plusieurs stratégies. Ça, c'est Didier Noyer qui nous en parle. Celles qui me semblent les plus à même d'aider la restauration d'un lien, c'est la coopération et l'accommodation. Vous avez vu l'alinéa, le petit bonhomme là, vous connaissez, des années 70. Il se réjouit parce qu'il a un crayon. Le crayon représente pour moi la créativité. Eh bien, on va s'y mettre et on va essayer de créer quelque chose d'inédit ensemble. C'est-à-dire de donner une issue à ce conflit qui nous oppose, une issue euh, autre, créer l'inattendu. Se réjouir de la créativité qui peut émaner d'une situation conflictuelle. On trouve ça dans la coopération. La coopération, c'est une stratégie basée sur l'écoute, la créativité, l'imaginaire et le temps. Dans la coopération, on donne du temps. On laisse l'inspiration nous gagner et réciproquement. Et on revient ensemble perpétuellement. On revient encore et encore sur le problème et on sonde là où on en est.
et quel chemin on fait chacun. L'accommodation, c'est la stratégie que je peux, parce que c'est un choix personnel. L'accommodation, c'est un choix que je peux faire en situation conflictuelle avec cet autre, avec lequel j'ai envie de réhabiliter le lien. Et je peux décider de le soutenir pour faire, pour aboutir à la solution qui lui tient à cœur à lui. Je lâche toute ambition par rapport à une autre issue dans le problème. Je vais m'adapter sincèrement et complètement à ce que attend l'autre et ce que veut l'autre. Dans l'accommodation, je décide sincèrement de donner la priorité à l'individu et je lâche la question du problème. Il faut que ce soit sincère pour que ça fonctionne. Ça vous parle, la coopération et l'accommodation? Ça vous dit quelque chose? Oui, monsieur. L'accommodation sans frustration. Ah, c'est la stratégie, effectivement, qui permet d'utiliser le conflit comme moyen de réhabilitation. Alors, le lien, s'il se rompt et qu'on a envie de le réhabiliter, effectivement, il va falloir que l'autre y mette un petit peu du sien aussi. S'il doit y avoir la réhabilitation du lien, il y a ce qui dépend de moi, toute l'introspection que je peux faire, toute l'observation que je peux avoir sur les circonstances de la rupture, sur les raisons de la rupture, sur ce que j'ai ressenti, etc., etc., tout ce qui est de mon ressort à moi. Et à un moment donné, il y a la décision de l'autre, en effet. Et là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de maîtrise. On ne peut que essayer de créer les conditions favorables. Et je me demande d'ailleurs si l'exploration elle-même de la rupture du lien n'est pas un début de deuil. Je pense que c'est s'engager dans un processus de deuil où on laisse, on va passer par toutes les étapes du deuil, c'est-à-dire bah, le sentiment de perte, toutes les émotions qui vont avec. On a besoin de temps et on se laisse transformer par la perte. Et c'est lorsqu'on va peut-être se redécouvrir différemment qu'on va pouvoir réenclencher une autre relation avec la personne. Mais effectivement, je pense que ça correspond à un processus de deuil. C'est dans le processus d'individuation qu'on va parler de nous. Ça s'apparente au processus de deuil. L'individuation, le processus d'individuation, vous savez ce que c'est? Vous en avez entendu parler. C'est Jung qui a pu nommer ce processus de transformation identitaire chez l'individu. Et puis, dernièrement, Christophe Fauré en a écrit un livre qui s'appelle Maintenant ou jamais, que je trouve plutôt intéressant. Le processus d'individuation, et puis comment elle s'appelait? Marie de Hennezel, qui a écrit un livre qui s'intitule Une vie pour se mettre au monde. Eh ben, c'est exactement ça, c'est le processus d'individuation. C'est-à-dire que on part du principe que la vie elle-même sert à mettre au monde l'individu. C'est pas quand on est jeune adulte qu'on est construit. On n'est jamais construit, en fin de compte. La dimension de l'individu est la transformation. C'est pas l'aboutissement, c'est la transformation. Et c'est ce qu'appelle justement Jung le processus d'individuation. Ça me paraît le troisième outil intéressant à utiliser si on souhaite s'engager dans la réhabilitation du lien. L'individuation, c'est un processus vivant, un peu comme le conflit d'ailleurs.
Dans le livre de Christophe Fauré, il en décrit 5 étapes. L'accommodation, le constat d'étroitesse, le no man's land, le début d'intégration et l'intégration pleine de soi. Jung disait, il nommait les choses comme ça, il disait, à la naissance, il y a une persona, il y a une sensation de soi, mais qui n'est pas forcément très très définie. Je ne sais pas que je suis moi, en fait, et en même temps qui je suis. Quand on est jeune, quand on est enfant, on ne peut pas se définir. C'est la persona. On va se définir avec les années, aussi à travers les relations sociales, les apprentissages. Le constat d'étroitesse, c'est le moment où l'individu se dit, tel que la vie m'a défini, là, c'est trop serré pour moi. Ça ne me correspond pas vraiment. Il y a quelque chose d'une dimension de moi que je n'ai pas réussi à exprimer dans cette société, selon les contraintes que l'on m'a imposées, selon les attentes de ma famille, selon les attentes des écoles, selon les apprentissages que l'on m'a donnés, selon les activités que auxquelles j'ai accédé. Un constat d'étroitesse, à un moment donné, l'individu sent que sa personne va bien au-delà de ça, qu'il y a une part d'elle-même qui souhaite pouvoir se montrer et émerger. Ce que j'aime bien dans la manière qu'a Christophe Fauré de décrire ce processus d'individuation, c'est qu'il nous met à l'aise tout de suite par rapport au fait que c'est un processus naturel, et nous n'avons rien à faire. Le changement est la norme. Et que si on pouvait accompagner de façon la plus ouverte possible qu'un individu doit se transformer pour se mettre au monde, eh bien, je pense que ça rendrait les relations et la vie bien plus faciles. Le changement étant la norme et non le fait de rester dans un cadre d'identité, dans un cadre de caractère, dans un cadre de talent, dans un cadre de pratique, à une seule place et à une seule fonction. Je suis sûre que vous avez déjà peut-être même vécu ou vu des situations où, dans la famille, les rôles sont distribués. Et grosso modo, quand on se retrouve à Noël autour d'une table, eh bien, les cartes se redistribuent comme d'habitude. Un tel, on l'attend là, machine, on l'attend là. Ah bah, comme d'habitude, tu changes pas. Et ça, Christophe Fauré, il nous dit, bah, et puis non, euh, Balette de Coqueromont. Il nomme vraiment ce phénomène de euh, l'individu qui, de toute façon, a besoin de se transformer pour se mettre au monde dans sa vie, retourne dans une espèce de cadre, dans le carcan, dans l'instant d'un repas familial ou d'une réunion à Noël ou d'un anniversaire des grands-parents. Et que l'individu euh, quitte, en fin de compte, quitte son identité transformée pour retrouver l'identité que la famille attend, que la famille a créée. Alors que la nature est au changement, la nature de l'individu est au changement, et le processus d'individuation est la transformation. No man's land, face à la réalité, je ne sais pas qui je suis, c'est la troisième étape. Le je se pose beaucoup de questions sur qui il est, sur ce qu'il veut, où il va. Ça ressemble à la crise de quarantaine, mais pas forcément. Moi, dans mon cabinet, j'ai énormément de jeunes personnes hein, de 27, 28 ans qui arrivent avec ces questions-là. Je ne sais plus où je vais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, et bah, ça m'empêche de dormir la nuit. Et je me sens très mal dans ma peau. Je ne sais pas qui je suis.
Et c'est là que il y a quelque chose du deuil qui s'enclenche. Il y a quelque chose de soi qu'il faut accepter de perdre dans un processus d'individuation. Il faut accepter de ne plus être la personne d'autrefois. Il faut accepter de décevoir, de quitter sa place, de devenir une personne bah, là où on n'est pas attendu. C'est grâce à ce mouvement du deuil qu'on va pouvoir intégrer la quatrième étape, la dimension d'intégration, le début de l'intégration, pardon. Là, le je émerge, le je cherche à être le plus complet possible. En fait, le processus d'individuation, comme le dit Castor Forêt, c'est le chemin que va parcourir un individu pour passer d'un état morcelé de lui-même à un état unifié de lui-même. Et que parfois, pour pouvoir justement faire ce chemin, pour devenir un individu plus unifié, eh bien parfois il faut rompre, il faut créer des cassures, parce que le lien qui nous relie à notre environnement proche n'est pas suffisamment souple, adaptable, nourri, changeant. La cinquième étape, l'intégration pleine de soi, c'est justement cet aboutissement d'une sensation, d'un sentiment, d'être unifié, un je plus stable, plus aligné. Ça se sent, sans doute un petit peu comme l'alinéa. J'ai l'impression que là, maintenant, l'avenir est devant lui, vous voyez, ce petit bonhomme qui est tout content. Là. Est-ce que le processus d'individuation peut concerner l'adolescent? Oui, absolument. Oui. Eh ben oui. Alors après, l'adolescent, il y a quelques années, j'avais reçu une jeune femme, 39 ans. Elle m'a dit, je crois que je vais faire mon adolescence. Ouais, bah, il n'y a pas d'heure pour faire son adolescence. C'est-à-dire qu'elle sentait que enfin, il était l'heure pour elle de se défaire de l'habit d'enfant, de l'habit qu'elle avait fabriqué autour d'elle, issu ben, de sa place dans la famille. C'était l'heure pour elle. C'est comme un déguisement. Alors, je ne sais pas si c'est un déguisement, mais en tout cas, elle s'est prêtée au jeu de l'enfant, sincèrement et très longtemps, sans doute persuadée que c'était là sa façon d'être et sa façon d'exister. Et puis un jour, elle se réveille en disant, mais là, je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Je crois que je fais ma crise d'adolescente. Et en effet, c'était ça. Donc tout le travail qu'on a eu fait ensemble, eh ben, ça a été ben, de lâcher le costume d'antan et de faire les contours de son identité et de l'accompagner dans cette transition vers un moi un peu plus unifié. Donc l'adolescence, c'est pas forcément à l'époque qu'on attend. Ça peut être très tôt, ça peut être bien plus tard, ça peut se faire en plusieurs vagues, mais c'est exactement ça. C'est un constat d'étroitesse avec un passage au no man's land, un début de deuil et ensuite un début d'intégration. Ça me semble toujours intéressant de remettre dans un contexte. Toujours. Un processus d'individuation d'un individu ne se passe jamais détaché d'un contexte de relation, d'un contexte de famille, d'un contexte social, historique. L'individuation, alors, vous voyez comme la rupture peut avoir tout son sens, en fin de compte. Si on regarde aussi à travers le prisme du processus d'individuation des deux personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux personnes en question, celles qui sont reliées par ce fameux lien qui sont rompues, on peut se demander mais quel était l'entrave, l'impact de leur lien sur leur propre processus d'individuation.
L'individuation, c'est aussi créer d'autres liens, consentir, accepter, accueillir les liens qui se sont rompus, mais ne pas se priver de créer d'autres liens. Les autres liens que l'on va créer dans sa vie sont là justement pour pouvoir recréer cette fameuse identité qui est transformée par la rupture et par la perte. On ne peut pas être le même avant la rupture et après la rupture. Il y a forcément transformation identitaire. Et le fait de recréer des liens, c'est aussi s'engager à recréer un soi à travers les autres relations que l'on aura créées. Un mot, sans s'y arrêter de trop, sur le lien pathologique. J'ai trouvé cette image très forte. Le petit être blanc posé sur les genoux d'une espèce d'être maléfique. Un lien a tout intérêt à être rompu, net, dans une circonstance de pathologie. Tous les liens ne sont pas pathologiques, bien évidemment, et toutes les ruptures ne concernent pas les relations pathologiques. Mais lorsqu'il y a agression, maltraitance, perversité, emprise, persécution, ce sont des situations où la rupture du lien prend vraiment un sens de soin à soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de membres fantômes. Ça n'est pas parce qu'on rompt avec la personne dans la réalité qu'on rompt avec ce que l'on a intériorisé de cette personne. C'est encore une autre histoire. Et Claire Marin, d'ailleurs, qui est une philosophe et écrivaine, le dit comme ça, même rompu, un lien peut rester sensible, membre fantôme, témoin d'une ancienne vie. On ne se sépare jamais vraiment de ce qui nous a fondés, en fait, même s'il y a rupture. Par contre, avec le temps, le membre fantôme peut se manifester moins bruyamment, moins souvent, de façon moins douloureuse aussi. Après une rupture, il y a redéfinition de soi, voire même une rupture en soi d'avec la personne que l'on a été. Je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a dit. Il y a forcément du deuil là-dedans. On perd une dimension de soi. Et c'est peut-être l'occasion de recréer un soi. Ouais. J'ai parlé de rupture, mais pas seulement. Et il y a de la prévention. Lorsqu'on s'occupe du lien, eh bien, on minimise le risque de rupture quand on se centre sur les talents du lien. Quand on utilise le processus de conflit comme étant un processus fondateur. Oui. Et quand on est à l'écoute de ce fameux processus d'individuation, eh bien, pour le coup, il ne peut pas y avoir de rupture. Il peut y avoir séparation, mais pas forcément rupture. Quand on est tiers, comment est-ce qu'on peut aider un lien à être soigné, reconstitué ou à se rompre? Hmm. Eh ben, j'aurais envie de dire, en passant justement toutes ces étapes que j'ai pu nommer, c'est l'histoire du lien. Comment est-ce qu'il s'est construit? Comment est-ce que l'un se représente l'autre? Comment le parent se représente son enfant? Comment l'enfant se représente son parent? Qu'est-ce qui circule entre eux? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est inerte? Est-ce qu'il y a de la sensibilité? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance réciproque? Comment ils rentrent en conflit? Est-ce qu'ils ont le droit de discuter? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Est-ce qu'ils ont le droit d'échanger? Les aider à rentrer en conflit, par exemple. Bien, mais il y a quelque chose qui pose problème entre vous. Je vais vous aider à vous écouter et à vous considérer.
Après, ce qu'on peut faire en tant que tiers, c'est justement accompagner vraiment l'altérité, la reconnaissance de l'un, de l'autre, des deux entités, et faire circuler de l'affectif. Ça aussi, quand on est tiers, on peut le faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre enfant qui serait agréable? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton parent qui serait agréable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir? Vous voyez, on fait circuler l'affectif. Si on les laisse l'un en face de l'autre, seuls, ils n'y arriveront pas. C'est le tiers qui va faire le mouvement. Ça s'appelle de la médiation. Et effectivement, le médiateur, c'est le thérapeute du lien. C'est le thérapeute. Et le médiateur, le but, c'est effectivement d'accompagner la créativité qui doit émaner de la rencontre des deux entités. Le tiers a tout intérêt à veiller à ne pas être trop impacté et trop traversé par des émotions douloureuses pour garder une position un peu neutre, entre guillemets. Quel rôle peuvent avoir les grands-parents dans cette pseudo-médiation? Alors là, ça va tout dépendre des grands-parents, hein. Tout dépend des grands-parents. Parce que alors, les grands-parents, voilà, s'ils sont faiseurs d'altérité, si les discussions sont possibles, si le changement, la transformation des individus, c'est possible, eh ben, je dirais que oui, les grands-parents vont être des facilitateurs, en fait, de rencontres. Bien, on peut conclure? Oui? Allez, merci de votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup Sonia pour votre bel exposé, sensible et doux, et qui interpelle chacun d'entre nous d'une façon différente. Cette approche du lien familial, et plus particulièrement de la rupture, est indiscutablement fondatrice. La prochaine étape du cycle sera l'organisation des ateliers Marmite des mots, avec le concours de la Ruchette, notre espace d'animation de vie sociale, qui accueillera en juillet ce projet de parentalité UDAF 73. Les enfants de 7 à 11 ans, de parents séparés, sont invités à venir exprimer en mots, en dessin, leurs ressentis, ce qu'ils vivent, avec une psychologue et une médiatrice familiale de UDAF 73.